Salut tout le monde, et c'est Joris. Écoutez, j'espère que vous avez pu prendre des vacances ou que vous en prenez. Euh, bon, et là aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire le point sur mon projet de pépinière, le projet d'activité agricole là, qui me prend maintenant le plus clair de mon temps. Alors, je sais bien qu'une des principales difficultés des néo-paysans comme moi pour mener un projet agricole, c'est l'accès au foncier. Et j'ai eu la chance de pouvoir louer une parcelle auprès d'un agriculteur. Alors cet agriculteur, vous le connaissez déjà si vous suivez cette chaîne, puisque c'est Michael Chauvet, qui est maraîcher au niveau de la ferme du Nouveau Monde, sur la commune d'Abaré, qui est à un quart d'heure à l'ouest de chez moi. J'avais fait une vidéo hein, sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile, où on faisait toute une présentation de sa ferme avec lui. Donc, voilà, c'est parti, location avec lui, ce qui est vraiment une super opportunité maintenant pour développer le système. Dans cette petite vidéo, je vais faire finalement une présentation vraiment dans les très grandes lignes du projet de façon générale. Parlant d'abord du design en termes de production, parce que tout ce que je vais présenter, c'est finalement différentes facettes d'un design permaculturel. Donc il y a déjà l'objectif, qu'est-ce qu'on produit. Ensuite, le design physique, l'aménagement du site. Ensuite, le design économique et surtout sur les modes de vente, puisque pour ça c'est assez précisé. Et enfin, le design juridique. Bon, en quelques mots, hein, je ne vais pas trop vous assommer avec ça, mais ça me semble quand même important d'en parler. Alors, déjà, l'objectif en termes de production. Eh bien, ce que j'ai à cœur de faire, c'est que le cœur de la gamme future, une fois qu'elle sera vraiment bien mise en place, hein, j'entends, c'est le fruitier. C'est le fruitier, toutes les tailles possibles et imaginables. Ça, c'est clairement le cœur de ce qui me passionne dans le végétal. Ensuite, il y a une deuxième partie de la gamme que je veux développer qui me semble aussi très importante. Ce sont ce que j'appelle les arbres parasols. Donc, c'est des arbres qui vont avoir un tronc droit, qui vont monter sur pas des tailles nécessairement très très grandes. Je vais commencer par du 3-4 mètres de hauteur et qui font une canopée comme ça, avec un feuillage léger, ombragé, quelque chose de léger, sous lequel par exemple on peut facilement faire pousser des légumes. Euh, et ce qui, pour moi, a un intérêt déjà et avant tout en termes de résilience climatique. Là, on l'a vu de façon spectaculaire avec cet été 2022, la problématique des sécheresses liées au dérèglement climatique. C'est pas de la farce, hein. Donc, une des réponses à ça, clairement, c'est les arbres. Et donc, en particulier des arbres, ce que j'appelle des arbres parasols, donc qui ont, c'est la particularité déjà d'avoir cette forme là, tout droit, donc on n'est pas gêné au niveau du sol, canopée assez large et avec un feuillage très tamisé. Des espèces, pour certaines de la famille des fabacées, donc qui ramènent de l'azote dans le sol, mais surtout des espèces qui sont très rustiques, et qui sont très résistantes à la sécheresse, logique, et plus globalement résistantes aux conditions extérieures. Et en plus, des espèces qui ont d'autres fonctions. Un bon permaculteur, donc déjà des espèces mellifères, qui donnent de la nourriture pour les pollinisateurs, des espèces qui ont un intérêt d'un point de vue esthétique, voire, pour certaines espèces, certaines productions. Voilà, donc ça c'est une deuxième partie, disons, de la gamme là, que je veux développer. Et je vais d'ailleurs mettre en place sur le site quelques arbres parasols, je vous l'expliquerai quand je partirai dans la phase, la partie de la vidéo design sur l'aménagement du site. Ensuite, autre partie de la gamme, c'est tout ce qui va être aromatique vivace et légumes vivaces. On va développer toute une gamme là-dessus. Autant les aromatiques vivaces, dans l'ensemble, pour faire une grosse généralité, c'est pas excessivement difficile à trouver. Autant, c'est vrai que les légumes vivaces, c'est compliqué à trouver. Il y a encore peu de producteurs en France. Je pense qu'il y a une vraie pertinence à développer ce genre de gamme, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui manque. Euh, et puis, oui, finalement, ça recoupe les trois parties de ce que je vais faire en termes de production. Alors, le design physique, le design du site. Je vous montre un petit schéma. Voilà, à large échelle. Le site, on voit les dessins, c'est des parcelles au cadastre. Donc on a la voirie publique qui arrive jusque là, qui dessert le lieu dit. Euh, on est en Loire-Atlantique, hein, à peu près au milieu, au nord de la Loire-Atlantique.
Donc en climat océanique, hein, logique. Hop. Il y a différentes maisons ici, de bâtiments à bâtiments agricoles là et là. Donc c'est là que Michael fait son site de production de maraîchage. Et moi, la partie que je loue, c'est la partie qui est en pointillé ici. Petit site. Alors, aspect qui est vraiment intéressant à l'endroit, c'est que on a un voisin a un grand étang, on peut même dire un petit lac. Donc c'est ce qui amène vraiment quelque chose d'intéressant en termes déjà de biodiversité et en plus de fraîcheur, également de rechargement des nappes phréatiques, ce qui est bienvenu. En plus, là, on est sur un sol qui a dominante argileuse. Les analyses de sol sont en cours de réalisation par un laboratoire. Là, donc, j'ai pas encore de choses très précises, mais en tout cas, ce qui est assez clair quand on fait une observation de terrain, en plus, c'est qu'on est sur un sol argileux, ce qui, je pense, est plutôt bienvenu voilà, pour qu'on ait un sol qui soit vraiment en capacité de retenir l'eau. Grande problématique maintenant, s'il en est. Je zoome. Hop. Voilà, donc petit schéma très simple pour préciser finalement comment est structuré le système. Là, donc, les petits pointillés en noir, là, c'est la délimitation de la parcelle louée. Avec une entrée ici, il y a une seule entrée, il y a un seul accès. L'idée étant déjà de planter une haie bocagère diversifiée en termes d'essence sur toute la périphérie, là, sur tous les bords est, nord et sud, hein, puisque oui, l'image est orientée au nord, le nord est en haut. Bon, à la fois pour jouer un rôle brise-vue vis-à-vis du voisinage qui est au nord, et puis aussi et surtout pour la biodiversité sur tout le site. C'est quoi les grandes composantes? Sinon, on a la serre, ici, la création d'une ombrière, ici, donc une partie plein air, mais qui est surmontée par une ombrière. Ici, des plantations, des lignes de plantation d'arbres, qui donc vont faire un élevage au cours de leur première année, et qui seront greffés en terre sur leur ligne de plantation. D'autres petites choses, ici, c'est une zone de plantation de pied-mer. Le pied-mer, c'est une plante qu'on va servir à pouvoir être découpée chaque année pour pouvoir faire des boutures. Sachant qu'ici, on va avoir un endroit de pied-mer spécifiques qui sont les pieds-mer de noisetiers. Parce qu'on est sur une zone qui est assez particulière ici, sur le fond de terrain. Le terrain a une très légère pente comme ça vers l'est et donc vers l'étang. Et ici, outre le haut de cette pente, avec l'étang, et étant donné que c'est un sol argileux, eh bien on a sur un sol qui est quand même vraiment très excessivement humide dans cette partie très basse du terrain, en période hivernale. Ça, il y a vraiment peu de végétaux pour qui s'adapter. Le noisetier en fait partie, même si, bon, quand même, pour pas prendre de risques, il va falloir quand même planter les pieds-mers de noisetier en faisant des petits talus, quoi, en faisant des petites buttes, une petite butte pour chaque pied quand même pour assurer un minimum de drainage et qu'on n'ait quand même pas d'asphyxie racinaire pour les noisetiers. Et petit élément ici, là, c'est la zone dédiée au stockage des substrats hein, qui servent de base aux cultures en pot, donc compost, vermiculite, etc. Voilà. Tout ça, c'est le schéma de façon très très globale. Donc on va avoir tout ce qui va être production semis, développement des très jeunes sujets 0, 1, 2 mois dans la serre ici. Ensuite, on va avoir beaucoup d'autres sujets, par exemple tout ce qui va être fruits rouges, une fois bouturés, vont arriver dans le plus grand espace qui est une ombrière, donc un espace en plein air. Alors ici, clairement, moi je suis beaucoup le modèle qu'a développé Atmosphère. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Je vais vous montrer un peu l'image. C'est d'ailleurs voilà, petite image qui développe dans un de ses e-books. Hein, ici, donc, image tirée de l'e-book d'Atmosphère, la pépinière Atmosphère. D'ailleurs, Damien Descartes, de la chaîne YouTube Permaculture, Agroécologie, etc., avait fait un reportage, il montrait cette installation, que je ne vais pas reprendre vraiment à 100%, mais quand même, je vais bien reprendre dans les grandes lignes. Le concept général étant que on va avoir quelque chose d'occultant au sol. Pour ma part, moi mon choix c'est de partir sur de la bâche d'ensilage, donc un déchet de la récupération, qui a l'avantage de rien coûter, qui a l'avantage
pas générer une pollution supplémentaire par la production de plastique, puisqu'on est déjà sur du plastique, des déchets plastiques existants. La seule contrainte de la chose étant que ça a tendance à se fragmenter après 1 an d'utilisation en extérieur, donc il faut le renouveler une fois par an. Bon, soit. Ensuite, des chaînages métalliques, qui sont normalement utilisés dans le domaine de la construction, qui sont posés comme ça, en hauteur. Voilà, moi je compte partir sur des chaînages de 3 mètres de longueur, dont 60 cm seront enterrés, donc ça nous laisse 2,40 m au-dessus du sol. On a des profilés en acier qui font les jonctions entre, et sur ces profilés, finalement, ça sert d'armature pour pouvoir ensuite pouvoir mettre sur ces profilés-là donc le système d'irrigation. Et également, c'est une ombrière, donc par définition, cette structure, cette armature métallique, elle permet aussi de tenir sur le dessus un voile d'ombrage, donc quelque chose qui va déjà filtrer la lumière sur toute la période estivale. Donc c'est vraiment une protection indispensable aujourd'hui, on voit clairement, pour tempérer les problématiques de sécheresse. Et en plus de ça, ça joue un rôle, disons, de tempérance au niveau des températures et du vent. Ce qui est bienvenu sur des très jeunes sujets en élevage en pépinière. Et en plus, on ne voit pas sur cette photo, à ce stade-là du chantier, mais le chantier est fait chez Atmosphère, hein, c'est pas chez moi, hein, je précise. Donc, mais au pied de chaque chaînage, eh bien, il est planté un de ces fameux arbres parasols. Pour ma part, je vais partir sur les espèces l'arbre des pagodes, le Sophora japonica, et le Fivier d'Amérique, Gleditsia triocanthos. C'est des choses qui font partie des espèces qui ont ce genre de caractéristiques. L'idée étant que, à terme, au bout de quelques années, eh bien, ces sujets seront bien développés et ils vont pouvoir faire une canopée naturelle juste avec leur feuillage. Et donc, potentiellement, il n'y aurait plus besoin, normalement, de voiles d'ombrage. Je précise ici que l'irrigation, comment est-ce qu'elle arrive? Eh bien, on a des tuyaux en polyéthylène qui sont suspendus sur la nature, au-dessus, comme ça. Et après, ils vont être percés, et on va pouvoir y mettre, au niveau de chaque trou, eh bien, un micro-asperceur qui va faire une pluie très fine sur tout un rayon. Voilà l'idée générale. Après, bon, je ferai compte bien faire des vidéos sur la pépinière où je montre des vidéos beaucoup plus thématisées. Je présenterai le système. Par exemple, je compte bien faire une vidéo où je présenterai tout le système hydraulique de A à Z une fois qu'il aura été mis en place. Ça sera plus concret. Et si je reviens sur mon plan général, après pour l'irrigation, mon choix de l'irrigation, parce que c'est vraiment un choix crucial, eh bien pour les lignes en pleine terre d'arbres, ici, eh bien, je vais partir très classiquement sur du goutte à goutte. L'idée aussi dans ces lignes d'arbres en pleine terre, c'est de bien faire attention à l'amendement du sol. Donc, pour le moment, j'ai pas encore choisi l'itinéraire d'aggradation du sol à ce niveau-là, parce que j'ai pas encore les analyses de sol. Mais voilà, c'est un travail en cours. Et en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est bien sûr pailler la ligne de plantation des arbres, mais aussi faire des plantations de couverts végétaux, d'engrais verts, dans l'interrang, entre entre chaque ligne d'arbres. Il faut se représenter que c'est assez dense quand même. Les lignes sont espacées d'1 mètre, et sur chaque ligne, on vous trouvez un arbre tous les 20 cm. C'est très dense. Mais ça s'explique aussi parce que les sujets sont extrêmement jeunes. Voilà, écoutez, pour les grandes lignes du design physique. Ah oui, je précise que je pars avec l'intention de faire la certification bio dès le démarrage du système. Voilà, donc je suis en train de potasser vraiment tout le détail de la réglementation bio pour le pépinière. Et j'ai déjà engagé la démarche de certification. Voilà. Ça me semble important, personnellement, de faire ça. Pour plein de raisons. Déjà parce que l'offre de plants bio est très faible en France. Vous avez seulement une trentaine de pépinières en France qui sont labellisées bio. C'est pas beaucoup. Et c'est particulièrement important pour des porteurs de projets qui veulent eux-mêmes monter des projets agricoles professionnels. Par exemple, je sais pas moi, un arboriculteur qui veut être labellisé bio, mais bon,
pour moi, il peut faire des dérogations, mais quand même, à terme, eh bien, il faut qu'il ait s'approvisionne en plan bio, et aujourd'hui, c'est quand même assez problématique. Une autre raison aussi, c'est parce que ça me semble cohérent en termes de transparence de ma démarche que de faire appel à cette certification bio qui permet d'avoir un tiers via l'organisme certificateur qui atteste le fait qu'effectivement, oui, je respecte la réglementation. Bon, écoutez, après moi je suis en train de me potasser la réglementation. Bon, personnellement, je trouve pas que elle soit particulièrement contraignante, hein. Je veux dire, si on est sur un mode de conduite qui est cohérent pour de l'agroécologie, pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, je trouve rien qui soit particulièrement incohérent dans le cahier des charges. Après, peut-être que je me lancerai sur une certification un peu plus poussée, un peu plus exigeante que le cahier des charges bio, comme la certification Nature et Progrès, mais voilà, je ne m'avance pas trop parce qu'on n'y est pas encore. On va déjà passer ce cap-là de la création de toute l'infrastructure et de la certification bio, et ensuite peut-être que je me lancerai là-dedans. Après, au niveau de design économique, maintenant, eh bien, je compte donc pas mal changer le site internet atelierfertile.com pour que ça soit axé justement sur la pépinière, bien que je ne vais pas supprimer ce qui existe maintenant, hein, mais je vais d'abord mettre en avant ça. Euh, L'idée étant que toutes les ventes vont pouvoir se faire en ligne. Je ferai très peu de ventes sur site, tout simplement pour des gains de temps, d'autant que le site n'est pas très accessible. Donc toutes les ventes se feront sur site, avec la possibilité pour la personne qui a fait l'achat, soit de le recevoir à domicile par colis postal, soit de venir directement chez moi en mode drive, quoi, en mode pour aller chercher sa commande. Bon, je ferai quelques événements par an, type porte ouverte, voilà. Effectivement, il pourra y avoir de la vente, mais ça restera extrêmement occasionnel. D'ailleurs, finalement, l'envoi par colis postal, ça met ce défi-là de faire des envois zéro plastique. Voilà, donc, bon, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Je pense avoir trouvé des solutions techniques pour pouvoir faire ça. L'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut. C'est un petit challenge, hein, parce que c'est rare aujourd'hui les pépinières qui envoient réellement sans aucune matière plastique. Mais il y a des solutions techniques pour. Hein. Bah, évidemment, globalement, c'est l'emballage carton, classique, mais en plus, ne pas utiliser d'adhésifs en PVC, mais des adhésifs papier. Utiliser du carton ondulé pour maintenir les plans à l'intérieur du colis, et aussi de la paille, voilà, qui joue un rôle tampon, qui amortit les chocs. Envoyer le plan juste avec sa motte, le végétal avec sa motte de terre, point, pas de pot en plastique ajouté avec. Et même l'étiquette, la petite étiquette qui est pour chaque plan, hein, qui est une obligation réglementaire, hein, je précise, eh bien, on peut l'imprimer sous format papier. Il y a des formes d'étiquettes papier qui sont spécifiquement faites pour ça, qu'on trouve chez certains fournisseurs. Donc, je vais partir là-dessus, ce qui va permettre de faire des envois zéro plastique. Pour le côté juridique, le design juridique du système, sans rentrer dans les détails, je ne sais pas si ça vous passionne forcément, mais donc c'est vraiment au plus simple. C'est-à-dire que c'est le choix de l'entreprise individuelle. Le I, de toute façon, ce qui était déjà le type de structure dans lequel je menais l'activité jusque-là, donc ça n'a pas changé grand-chose, c'était juste une modification de l'entreprise individuelle déjà existante. Avec le statut social de cotisant solidaire, donc affiliation à la MSA pour avoir un statut en tant qu'agriculteur, et ce statut étant celui de cotisant solidaire. Et puis le fait qu'on soit c'est une production de pépinière avec commande en ligne, eh bien ça impose aussi d'être enregistré en tant qu'opérateur au registre phytosanitaire, qui est géré par les DRAF, la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et la forêt. Voilà, est-ce que c'est un des volets juridiques que je ne vais pas développer ici, mais c'est de respecter toute une réglementation sur phytosanitaire, finalement, sur la santé des végétaux, pour prévenir le fait de multiplier ou de diffuser des maladies de par l'activité de pépinière. Et puis, dans le volet juridique aussi, il y a la réglementation bio. Voilà, je vais pas développer là-dessus, mais bien sûr, ça fait aussi partie des contraintes.
Et puis pour le régime fiscal micro-BA, pour être totalement transparent, eh bien on est sur du classique aussi pour de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'on est sur du régime fiscal micro-BA, micro-bénéfices agricoles. Voilà, voilà. Et au niveau économie, design économique, alors ça c'est loin d'être terminé, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais grosso modo, il va y avoir ce que j'ai prévu de faire, c'est de pouvoir déjà décomposer les achats, les investissements. Si je reviens sur ma petite carte phasée, hein, donc euh, d'abord, la première phase, disons, d'investissement, euh, là tout de suite maintenant, là, c'est l'objet de ces prochaines semaines, et puis avec le montage au mois de septembre, c'est donc la serre. C'est aussi tous les godets, puisque je ne vais pas partir sur de l'élevage en pot, mais c'est un godet forestier, pour être précis. Ce qui est, voilà, ce qui est pas une des solutions les plus courantes, mais je le trouve très pratique, parce qu'on est sur des plaques de godets. Bon, je vous montrerai en image tout ça lorsque je l'installerai, ça sera plus parlant, mais ça fait finalement des plaques de godets qui ont la particularité d'avoir des rainures anti-chignon sur les côtés, donc ça évite le chignonnage des plants, euh, ce qui est une des grandes problématiques en pépinière. Et puis aussi, on est sur une profondeur du godet qui est nettement plus importante que sur un godet classique ou un pot classique. Et ça permet aux plantes finalement de développer comme ça un système racinaire profond, ce qui je pense est un vrai enjeu pour que le plant soit bien en capacité derrière, une fois qu'il sera planté en terre, et bien de bien reprendre et aussi d'avoir un bon système racinaire, donc de pouvoir capter l'eau et les nutriments, et donc entre autres de pouvoir être plus résistant par rapport aux problématiques de sécheresse. Donc achat de la serre, achat des godets forestiers pour la serre et pour la future partie ombrière, et puis achat de la partie centrale du système d'irrigation et de la ligne d'irrigation dans la serre. Alors la partie centrale, parce que il y a un équipement de base pour le système hydraulique. Euh, voilà, donc, dans le détail, bah, vous avez la caravane de tour un quart de tour, pardon, qui sert à faire l'arrêt ou l'ouverture de tout le système hydrique. Ensuite, un compteur d'eau, un manomètre pour contrôler la pression, un filtre à tamis donc pour filtrer, éviter qu'on ait des choses des sables notamment qui viennent boucher tout le système. Et ensuite, un regard dans lequel on va avoir des électrovannes qui vont permettre de pouvoir après répartir l'eau dans le système, puisqu'il y a finalement il y a trois circuits différents. Vous avez le circuit de la serre, le circuit de l'ombrière et le circuit donc des arbres en pleine terre. Et ces électrovannes seront contrôlés par un programmateur à pile qui sera, lui, euh, protégé dans la serre. Voilà. Donc ça, c'est un équipement finalement central du système hydraulique aussi qu'il faut commander tout de suite. Et puis aussi, bon, d'autres choses beaucoup plus, voilà, des outils, un peu d'outils manuels, les substrats aussi nécessaires pour la multiplication végétale, les premières graines. Voilà. Et puis après, bah, deuxième phase d'investissement, ça va être la structure, toute l'armature et les voiles d'ombrage de l'ombrière. L'achat aussi des pieds-mères ici et là, et aussi l'achat des premiers lots d'arbres à planter ici. Plus plantation de la haie périphérique. Bon, là, pour la haie périphérique, ça sera probablement pas de l'achat, mais de la reproduction avec des végétaux qui existent déjà sur le site, comme des saules par exemple. Et puis après, bah, au niveau en termes de production, je compte me lancer dans une première production, disons, d'aromatiques vivaces et de légumes vivaces pour qu'ils soient commercialisables à partir de la mi-novembre, qu'ils soient commercialisables entre la mi-novembre et la mi-décembre. Voilà. Et puis, bah, j'aurai beaucoup plus de production après qui commencera à partir du printemps. Je pense que vraiment, je vais avoir une gamme beaucoup plus étoffée normalement à partir de mai 2023. Là, beaucoup d'arrivées de fruits rouges notamment, beaucoup plus d'aromatiques et de légumes vivaces encore. Euh, et puis à partir de l'automne 2023 encore, bah là, ça va rentrer encore sur une gamme encore plus étoffée avec les arbres, hein, tout simplement.
les arbres fruitiers pour certaines espèces greffées, pour d'autres espèces non greffées, voilà, suite à toute leur année d'élevage en pleine terre. Voilà, voilà, bon, petite vidéo très très globale, pour faire un petit point sur là où j'en suis rendu. Bah, bon, évidemment, je vous tiens au courant de la suite, je ferai régulièrement, donc bien faire mettre en image, tourner, documenter le montage de la serre. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, je répondrai quand je pourrai, hein, parce que vous l'aurez compris, je suis quand même bien occupé. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous pouvez voir la vie s'épanouir en vous et autour de vous. À très vite.